Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch et Paysannes et Paysans Suisses. Pour vous, la marque commune à toute l'agriculture helvétique. Présente Agriculture durable. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Agriculture durable, l'émission qui s'intéresse aux enjeux de l'agriculture au XXIe siècle. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux épizooties, les maladies contagieuses animales. Quelles sont les stratégies de lutte, réponse dans notre dossier du mois. Dans la rubrique Le chiffre déchiffré, on s'intéresse cette fois aux stratégies de lutte contre les scarabées japonais. Et puis on enchaînera avec notre rubrique de la fourchette à la fourche, plein fausse sur la culture du sorgho. Et finalement, en fin d'émission, on accueillera notre invité du mois dans la rubrique Agriculture. Voilà, vous savez tout. C'est notre sommaire. Il est temps maintenant d'aller retrouver nos invités du jour. Tous, bienvenue sur notre plateau. On est très heureux de vous accueillir. Je commence par vous. Maurice Trebout, vous êtes agriculteur et député UDC au Grand Conseil vaudois. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. À vos côtés aujourd'hui, Giovanni Peduto, vous êtes vétérinaire cantonal vaudois. Bonjour à vous. Bonjour. Et Héloïse Candolfi, directrice d'Agri Genève. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Avec plaisir, bonjour. On est très heureux. On parle aujourd'hui néanmoins d'un sujet qui est un sujet malheureusement d'actualité, qui est un sujet assez lourd. Ce sont les épizooties. Mais alors, quand on parle d'épizooties, et là je vais me tourner vers vous, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le terme peut paraître peu usuel, mais en fait, c'est relativement simple. C'est une maladie animale qui est contagieuse. Elle peut se transmettre simultanément à un grand nombre d'animaux, dans un lieu bien précis, sur une durée bien précise. Pour être très simple, en fait, c'est l'équivalent d'une épidémie lorsqu'on parle de l'être humain. Mais dans le monde animal. Exactement. Maurice, est-ce que c'est un terme qui est toujours bien compris par le grand public ? Alors, par le grand public, peut-être pas, mais par les agriculteurs, c'est vrai que depuis quelques années, on en est tout à fait conscient, avec les pressions qu'on a eues depuis déjà 2 ou 3 ans. Donc là, du côté de l'agriculture, c'est vraiment très bien compris. On est aussi accompagné. Il y a une caisse cantonale d'épizooties qui est aussi qui est obligatoire, participation, cotisation obligatoire, pour justement aussi couvrir ce genre de... Une assurance. Une assurance, voilà, mais qui est sous contrôle de l'État. Donc ça veut dire qu'il y a longtemps que... C'est pas la première épizootie, il y a eu beaucoup d'autres épizooties qui ont touché les générations d'agriculteurs et d'éleveurs. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression aujourd'hui que c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, alors que peut-être avant, ce n'était pas tout à fait le cas? Je me tourne vers vous, Héloïse. Probablement parce qu'il y a une recrudescence de ces maladies épizootiques en lien avec l'augmentation des transports de marchandises, le commerce national et surtout international, et des conditions climatiques qui évoluent vers un climat plus doux. Donc, ce qui permet aux insectes vecteurs d'avoir des conditions propices plus larges dans l'année. Est-ce qu'on peut dire que tous les animaux peuvent être touchés par des épizooties? Est-ce qu'il y a plutôt des animaux d'élevage qui sont plus concernés que d'autres? Ça concerne tous les animaux, en tout cas pour les animaux domestiques. On peut passer des animaux de rente aux animaux de compagnie. Finalement, une épizootie peut concerner plusieurs espèces, si on parle de fièvre afteuse, ou peut concerner une seule espèce, si on parle par exemple de diarrhée virale bovine. Et ensuite, les manifestations, elles peuvent être différentes en fonction de l'espèce, en fonction de l'individu. Donc, on ne peut pas dire qu'une espèce est plus vulnérable, tout ça va dépendre finalement de l'agent pathogène. C'était ma question d'après, il n'y a pas une espèce plus vulnérable qu'une autre au final? Absolument pas. Tout va dépendre vraiment de la maladie et des conditions qui sont réunies. Et il faut dire que donc il y a des stratégies qui doivent être mises en place pour lutter contre ce danger et ce fléau? Évidemment, des mesures de biosécurité, évidemment, quand une épizootie est déclarée. C'est un rôle collectif, tant des autorités que des agriculteurs et des agricultrices. Et ensuite, toute une série de mises en œuvre, d'actions à mettre en œuvre, comme la vaccination, des mesures, des contrôles réguliers des vétérinaires, des déclarations en cas de suspicion des animaux de la part des éleveurs.
Donc oui, il y a toute une série de mesures à instaurer dès que des cas sont déclarés. Alors justement, ces mesures, quelles sont-elles? Quelles sont les stratégies de lutte contre les épizooties et quelles sont les mesures mises en place pour lutter contre ces maladies contagieuses? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec ce reportage sur le terrain et réponses d'experts. Notre stratégie de lutte se calque sur la stratégie de lutte de l'Europe pour avoir finalement des mesures qui sont harmonisées. En règle générale, on va travailler en fonction du risque que représente la maladie. On a 4 catégories de maladies, les hautement contagieuses, qui se propagent rapidement et pour lesquelles on prend des mesures incisives. On a les épizooties à éradiquer. On n'a pas de foyer en Suisse, mais s'il devait apparaître, on prend également des mesures incisives, contrairement aux épizooties hautement contagieuses, vu qu'elles se propagent plus lentement, on va peut-être pouvoir opter pour un principe d'abattage ou de mise à mort sélective, ce qui n'est pas le cas pour les épizooties hautement contagieuses. Pour les épizooties à combattre, on va prendre des mesures, mais on sait très bien que les foyers existent en Suisse, que le germe, l'agent pathogène existe en Suisse, donc on va prendre des mesures qui visent plutôt, elles, à réduire les dégâts causés par ces maladies. Et ensuite, on a les épizooties à surveiller, où là, on observe, et au cas où on devait avoir une recrudescence de foyers, on pourrait envisager de développer des campagnes de lutte. La lutte contre les épizooties vise principalement 4 objectifs. Tout d'abord, préserver la santé animale. Ensuite, préserver la santé humaine. Troisièmement, c'est aussi préserver la faune sauvage, les animaux sauvages, les maladies qui pourraient se transmettre aux animaux sauvages et vice-versa. Et le 4e objectif est un objectif purement économique, c'est celui de garantir, notamment à nos partenaires commerciaux étrangers, que le statut épizootique de notre pays correspond au statut qu'ils souhaitent avoir, notamment lorsqu'ils nous achètent des marchandises d'origine animale, du lait, du fromage, etc. Les mesures visent à éteindre un foyer ou à prévenir sa propagation. Typiquement, la mesure la plus utilisée, c'est la restriction au niveau du trafic des animaux pour pas que la maladie se propage avec les animaux. Mais on pourrait avoir d'autres types de mesures, telles la vaccination, comme c'est le cas avec la dermatose nodulaire, le traitement des animaux, et parfois, on ne peut pas exclure la mise à mort ou l'abattage des animaux. Dans ce cas-là, il y a une indemnité qui est prévue, mais il faut vraiment se rendre compte que cette indemnité, elle sert à couvrir la perte d'animaux et absolument pas la perte de gains. On l'a vu, il existe plusieurs catégories de maladies. Alors, quels sont les principaux vecteurs de transmission des épizooties et est-ce que les éleveurs peuvent vraiment les maîtriser, Maurice? Question difficile. Question difficile. Les principaux vecteurs, pour ce que j'en connais, c'est surtout l'insecte. Quel que soit l'insecte, mais l'insecte... Vous validez? Dans les dernières contaminations, que ce soit la langue bleue ou la dermatose, l'insecte y était pour quelque chose dans la transmission de la maladie. On parle de l'animal malade à l'animal sain. Si je peux, Giovanni? Peut-être je nuancerais, effectivement, il y a des vecteurs, mais je parlerais plutôt de voies de transmission. Et on a des voies de transmission directes d'animaux à animaux. Même si c'est des animaux sauvages, on a des voies de transmission indirectes, c'est plutôt du matériel inerte, ça pourrait être l'homme, ça pourrait être l'environnement. Et finalement, c'est des vecteurs biologiques comme des insectes et les derniers foyers qu'on a connus, je rejoins parfaitement. Alors Maurice, la deuxième partie de la question, est-ce qu'on peut maîtriser ça en tant qu'éleveur, en tant qu'agriculteur? Alors, en tant qu'agriculteur, on peut déjà anticiper un petit peu, particulièrement, c'est pour ça que je prenais l'exemple de l'insecte, parce qu'on peut surventiler nos étables, c'est ce que les Français ont essayé de faire en Savoie et Haute-Savoie, surventiler pour essayer vraiment de maintenir les insectes à l'extérieur de l'étable. Si vous avez des vaches laitières, vous les maintenez à l'étable et vous surventilez pour essayer de protéger cette contamination-là. Et puis après, effectivement, créer une sorte d'environnement sans être les mesures qui
qui sont données par les services vétérinaires, c'est sous séquestre. Alors nous, on n'est pas dans la zone de séquestre, on est à 10 km de la zone, pas de séquestre, mais la zone de surveillance, donc de séquestre. Donc on avait toutes les possibilités de transporter nos animaux, mais c'est vrai qu'on y réfléchit en se disant, est-ce que véritablement il faut aller à cette exposition, est-ce qu'il faut sortir est-ce qu'on va faire rentrer d'autres animaux sur notre exploitation? Donc on y réfléchit de toute façon sur cette condition. Mais la surventilation est une des méthodes assez simples et qui permettrait peut-être d'éviter. Héloïse, quand on entend ça, on se dit, mais en fait, on est presque toujours un peu en train de courir après le train, de dire, oh, OK, il y a une nouvelle maladie, il faut trouver une nouvelle mesure, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Est-ce que ce sentiment, c'est le cas dans la réalité, ou comment est-ce que vous le vivez? Quels sont les retours qu'on vous fait aussi? Effectivement, des expériences des 2 dernières épizooties qui ont eu lieu, la langue bleue et la dermatose, ça a été très stressant pour les éleveurs, bien sûr, qui ne savaient pas quelles étaient les mesures à prendre immédiatement. Donc c'est vrai qu'il faut communiquer très très vite dans ces cas-là. Il faut avoir une bonne coordination avec les services cantonaux et fédéraux pour pouvoir délivrer aux éleveurs les bonnes pratiques pour qu'ils soient aussi rassurés une fois qu'ils les ont mises en place. Giovanni, est-ce qu'on a des épizooties qui menacent plus particulièrement la Suisse? Est-ce que c'est le continent européen? Comment est-ce qu'on doit voir ça? Oui, je pense que en fait, la menace a beaucoup évolué ces derniers temps. On l'a entendu également avec les changements climatiques, les vecteurs. Mais aujourd'hui, on a 2 fronts qui sont extrêmement chauds. C'est celui de la dermatose nodulaire contagieuse qui concerne la France voisine. Et on en entend beaucoup parler dans les médias. Et oui, parce qu'on a dû quand même prendre des mesures de précaution sur notre territoire. Drastique. Exactement. Et on revient sur cette restriction liée au déplacement d'animaux. Et aux frontières sud de la Suisse, c'est la peste porcine africaine qui sévit en Lombardie, au Piémont, dans un large territoire du nord de l'Italie. Et là aussi, on scrute avec beaucoup d'attention parce que, bien entendu, on n'est pas à l'abri que ce genre de maladie qui se transmet avec des sangliers pourrait passer les frontières. Et ça va vite, ça va très vite. Alors, rapidement, quel rôle les vétérinaires peuvent jouer sur le terrain pour vraiment essayer d'avoir de la surveillance, mais aussi de la prévention? Alors, je pense que sur le terrain, on joue un rôle essentiel, et pas uniquement les vétérinaires, mais également les détenteurs. Les détenteurs sont avec leurs animaux, ils les surveillent au quotidien et ils détectent immédiatement quelconque symptôme suspect. Peut-être ça peut être que de la fièvre, une chute de production, mais très vite, on peut identifier un problème et alerter un vétérinaire. Et le vétérinaire, là, va pouvoir intervenir pour essayer de décortiquer, faire éventuellement les prélèvements d'usage et très clairement informer l'autorité pour prendre d'éventuelles mesures de restriction. Et ce travail de sentinelle qui est fait sur le terrain est extrêmement important parce qu'on gagne du temps et ça évite que la maladie se propage parce que finalement on a laissé traîner le foyer. Alors, je vous propose d'aller voir sur le terrain comment est-ce que les agriculteurs gèrent le fléau des épizooties en tout genre auxquels ils sont confrontés. Quelles sont les conséquences financières, mais aussi psychologiques lorsqu'un troupeau est touché? Voici 2 exemples à Colombier-sur-Morge, avec un troupeau de bovins et un troupeau de chèvres et moutons à Bière. Alors, bienvenue à Colombier-sur-Morge, où j'exploite un domaine de polyculture élevage avec du blé, de la betterave, du colza, du maïs, entre autres. Et je détiens un petit troupeau de génisses d'engraissement au pâturage. Pour éviter qu'une épizootie apparaisse sur mon exploitation, j'ai choisi donc de vacciner mes animaux de manière facultative contre la maladie de la langue bleue en début d'année 2025, étant donné que l'été précédent, dans la région, il y avait eu déjà des cas chez certains collègues qui ont essuyé des pertes de production de lait ou de fertilité sur leurs animaux. Et pour éviter ce phénomène, j'ai décidé de vacciner mon troupeau en début d'année. Je n'ai pas vu d'effet secondaire sur mon troupeau suite à la vaccination et surtout, je n'ai pas non plus été touché durant l'été par cette maladie et je constate également que c'est le cas chez les collègues de la région qui ont vacciné, donc pour moi c'est un succès. Je ne peux rien faire
pour assurer le risque dermatose, je suis dans une zone où j'ai l'interdiction de vacciner mes animaux. Et contrairement à mes collègues qui sont dans une zone où ils ont l'obligation de le faire dans la zone de surveillance, je ne peux pas non plus contracter une assurance risque d'exploitation parce qu'actuellement, aucune assurance privée ne couvre cette perte et la caisse des épizooties non plus, étant donné qu'elle ne rembourse que la valeur de l'animal. Donc la seule chose que je puisse faire, c'est espérer que ces mesures mises en place portent leurs fruits et allumer un cierge. Donc on a une exploitation de moutons et de chèvres, à peu près 800 moutons et 150 chèvres, dans la région de Bière jusqu'à la côte au bord du lac, avec un alpage au Moss. L'année passée, on a été touché par la langue bleue. C'était un épisode assez difficile à vivre. On avait quelques moutons en plaine pendant que les moutons étaient à l'alpage. Et un jour, en déplaçant les troupeaux, il y a 3 moutons qui sont tombés sur la route. Et on a remarqué qu'il y avait quelque chose qui ne jouait pas. On a d'abord pensé que c'était des parasites. Puis petit à petit, on a remarqué que dans plusieurs troupeaux, on a eu des moutons malades. C'est là qu'on a réalisé qu'on était touché par quelque chose qu'on ne comprenait pas vraiment bien. Et après analyse, on a pu savoir que c'était la langue bleue. On a perdu une vingtaine d'animaux. Ce qui est dur pour nous comme éleveurs, c'est vraiment ce sentiment d'impuissance où on voit nos animaux souffrir et on n'avait pas le vaccin à disposition. Donc on était obligé d'être simplement sur le symptomatique, où en fait on traitait aux anti-inflammatoires tous les jours, il fallait les suivre aux antibiotiques pour pas qu'ils chopent d'autres infections. Et c'était dur pour nous parce qu'on voit qu'en fait on est toute l'année à prendre soin de nos bêtes et cette vague qui arrivait, elle était vraiment dure à gérer pour nous. Heureusement, mon vétérinaire a réussi à trouver des doses de vaccins avant un peu tout le monde. Et grâce à lui, ça nous a permis quand même de pouvoir vacciner relativement tôt et de pouvoir relativement rapidement pouvoir avancer avec un troupeau vacciné. Ce qui était dur pour nous, c'est qu'on savait que cette maladie a provoqué des problèmes au niveau de la fertilité des béliers et on ne savait pas si on aurait des agneaux l'année suivante. Donc ça a été une grosse crainte. Et une difficulté aussi, c'est qu'on est forcément voisins avec d'autres éleveurs qui ont d'autres espèces animales, en particulier les bovins. Et on savait que, voilà, on se transmettait le virus d'un troupeau à l'autre. Donc c'était comment gérer ce côté humain. Parce que voilà, on sait qu'on a tous des animaux, on essaie de tous faire au mieux. Et en fin de compte, certaines espèces animales étaient plus touchées que d'autres. Et on sent bien dans le reportage la détresse des éleveurs qui ont à vivre ces moments-là. Il y a vraiment un impact psychologique, mais concrètement pour un agriculteur ou une filière, Héloïse, quand on a une mesure comme l'abattage ou la quarantaine qui est déclenchée, qu'est-ce que ça représente? Alors, commençons par la quarantaine qui est moins gravissime. Ça signifie l'immobilisation des animaux sur l'élevage, ça signifie plus de commerce, ça signifie une perte de chiffre d'affaires, ça signifie une logistique beaucoup plus importante et évidemment des conditions qui sont assez stressantes pour l'éleveur. Avec le risque, évidemment, qu'une bête soit détectée comme positive. Et dans le cas de la dermatose nodulaire contagieuse, une bête contaminée entraîne de facto la mise à mort. On utilise ce terme pour dire qu'en fait, la viande ne pourra pas être valorisée, la mise à mort de tout le cheptel. Et dans un tel cas, que nous n'avons heureusement pas eu à Genève et en Suisse, c'est des véritables drames humains, parce qu'il y a la perte évidemment des bêtes, mais il y a toute la génétique, il y a toute l'histoire, c'est remonter un élevage de A à Z, effectivement c'est dramatique. Maurice, alors on en a évidemment beaucoup entendu parler dans les médias, notamment en France, on a vu des histoires assez dramatiques et terribles. Dans le sujet, on a entendu que l'indemnisation actuelle ne couvre que la perte des animaux, mais pas la perte de revenus. Alors, quel type de soutien financier, technique ou même moral devrait être renforcé pour aider les éleveurs? Alors déjà, juste pour reprendre mon collègue Ruffer qui parlait de « il n'y a aucune possibilité », il y a une possibilité, il y a une assurance qui est actuellement... Vous en parliez au début d'émission. Voilà, il y a une assurance qui est l'assurance grêle.
donc est une assurance qui appartient aux agriculteurs, en fait, aux cultivateurs, qui est vraiment une institution suisse, qui propose un paquet assurance bétail avec ces fameuses pertes de gains par rapport à l'activité professionnelle, donc la baisse de rendement laitier, la problématique de si on perd la mère et puis que le veau a plus sa mère, il va perdre de l'accroissement, des choses comme ça. Donc pas dans toutes les catégories de maladies, parce que c'est une assurance et puis ils ne sont pas fous non plus. Hein. Donc j'ai parcouru ce matin la liste des maladies, ils ne couvrent pas tout. Donc il y a une possibilité de s'assurer vraiment. Et puis, la deuxième partie, c'était de savoir qu'est-ce qu'il faudrait renforcer aujourd'hui pour qu'il y ait un meilleur soutien financier, technique ou même moral des agriculteurs. Alors, financier, c'est assez compliqué. Notre association d'élevage de la Côte vient d'écrire un courrier, justement, parce qu'il y a quelques conditions quand même qui sont mises en place par les abattoirs si des animaux sortent d'une exploitation de séquestre. Donc, ils ont toujours la possibilité de les déplacer, mais uniquement pour aller sur un abattoir. Il n'y a que 2 abattoirs en Suisse, un en Suisse romande et un en Suisse alémanique, qui prend ces animaux. Donc, ça a été bien déterminé par le service vétérinaire fédéral. Mais là, ils ont mis en place des coûts, dont particulièrement l'élimination des cuirs, parce que la dermatose touche les cuirs. Donc, oui, on va éliminer les cuirs. On évite de remettre des cuirs contaminés. Ils ne sont pas contaminés, hein, c'est vraiment des exploitations saines, mais sous séquestre. Et puis, il y a des frais administratifs qui sont discutables, voilà, des choses comme ça. Donc là, il y a une lettre qui a été écrite aux services concernés en disant, trouvons des solutions, mais c'est assez compliqué d'évaluer la perte économique sur une exploitation séquestre. Et puis, Giovanni, il y a cette question aussi du consommateur qui peut se poser la question, mais est-ce qu'on peut consommer ensuite, à la fin de la lignée, on va dire, un animal qui est malade? Et alors, il faut rappeler que la plupart de ces épizooties ne concernent pas l'homme. On est en train de parler essentiellement de maladies animales qui ont des conséquences économiques. Maintenant, en Suisse et en Europe, on a mis en place tout un dispositif de surveillance des troupeaux, mais surveillance aussi à l'abattoir. Il y a un contrôle des viandes et très clairement, des animaux malades, par exemple avec de la température, ne passeraient pas la rampe du contrôle d'abattoir. Non pas parce que la viande ne serait pas consommable, mais parce qu'elle ne serait pas de bonne qualité. Maintenant, si on est en train de parler d'épizooties hautement contagieuses ou de maladies transmissibles à l'homme, là, on ne va pas ordonner un abattage ou une mise en valeur via l'abattoir, on va ordonner plutôt une mise à mort. Finalement, il faut aussi savoir qu'on fait des traitements aussi de ces denrées alimentaires, la cuisson, si c'est du lait, la pasteurisation. Donc là aussi, on réduit passablement le risque. Et finalement, pour le consommateur, lorsqu'on parle d'épizootie, le risque est vraiment très, très, très limité. Maurice, en un mot, très rapidement, parce qu'ensuite, on doit enchaîner. Voilà, j'ai juste une question à M. Peduto. Le Royaume-Uni et le Canada a interdit l'importation de fromage au lait cru, originaire de la France particulièrement, je crois que de l'Europe en général, mais de la France particulièrement. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une mesure plutôt économique, sanitaire? La réponse en un mot. En un mot. Alors, c'est vraiment la préservation de leurs troupeaux par rapport à leurs règles internes. Et ils prennent toutes les mesures de précaution, même des mesures qui vont au-delà de ce qu'on pourrait s'attendre. Merci. Alors, on va enchaîner maintenant avec une autre lutte, c'est celle contre les scarabées japonais. On décrypte un article qui traite de cette lutte contre ces scarabées. Des produits chimiques sont-ils actuellement utilisés en Suisse pour lutter contre cet insecte ravageur? Réponse en images. Fin septembre, une brève de 20 minutes traite des moyens de lutte contre le scarabée japonais. La journaliste termine son article par ces mots. En attendant, les paysans continueront à utiliser des produits chimiques. Cet amalgame entre agriculteurs et pollueurs ne résiste pas à l'analyse. En effet, comme l'indique Agroscope dans sa fiche technique sur Popillia japonica, aucun insecticide n'est pour l'heure autorisé en Suisse contre ce ravageur responsable de terribles dégâts. De fait, les paysans ne continueront pas à utiliser des produits chimiques, mais se conformeront aux mesures de lutte prônées par les autorités sanitaires. Piégeage et signalement, mais aussi arrêt de l'irrigation pendant la période de ponte. Quant aux moyens de lutte envisagés pour le futur, les plus prometteurs sont, toujours d'après Agroscope, des auxiliaires, nématodes et champignons, des pièges plus attractifs ou des filets imprégnés d'agents actifs.
Et cette rubrique évoque un amalgame encore fréquent entre paysans et pollueurs, souvent relayé dans certains médias. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce type de jugement porté sur le monde agricole, Maurice? Non, écoutez, je suis toujours un petit peu surpris qu'on dise que ces animaux envahissants, ces nouveaux insectes ou ces nouveaux vecteurs sont dus je crois qu'ils sont plutôt dus au réchauffement climatique et surtout, vous l'avez cité, au déplacement des personnes en Europe, le trafic ferroviaire, routier, maritime, qui fait que ces animaux arrivent dans notre région ou arrivent en Europe un peu à notre dépens. Voilà. Alors, est-ce que ce scarabée japonais, qui est un exemple parmi d'autres organismes exotiques envahissants, est-ce qu'on est prêt à lutter contre ce type est-ce que l'agriculture peut faire face finalement face à ces nouvelles menaces? Giovanni. Alors là aussi, il existe un cadre légal avec des mesures qui doivent être déployées, mais c'est clair que lorsque on a affaire à de tels vecteurs, et c'est la même chose si on parle du monde animal, la lutte devient un tout petit peu plus compliquée et nécessite des ressources extrêmement importantes. Je crois que l'exemple du scarabée japonais est un bon exemple de ressources importantes qui doivent être déployées sur le terrain pour maîtriser le problème. Donc continuer à bien collaborer aussi entre tous les différents niveaux, comme vous le disiez tout à l'heure, Héloïse. Et maintenant, je vais vous parler de sorgho. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Depuis quand et comment est cultivée cette céréale dans notre région? Reportage chez Alexandre Mestral du domaine Le Pontet à Gingin. Ce qui est génial dans le sorgho, c'est qu'il a toujours son petit goût de noisette, qu'on peut l'apprêter en grain, en concassé ou comme ça. On a toujours le goût typique du sorgho qui est un peu noisette. Donc c'est vraiment un goût super agréable, super sympa, qu'on peut faire salé ou sucré selon envie. Bienvenue au domaine Le Pontet à Gingin. C'est un domaine agricole familial depuis 1806. Nous cultivons sur le domaine des céréales panifiables, des céréales oléagineuses pour faire des huiles. Nous avons du maïs popcorn, du maïs polenta également et du sorgho. Le sorgho, c'est une céréale originaire d'Afrique à la base. C'est une céréale qui est naturellement sans gluten, qui a un indice glycémique très bas, qui est riche en fibres et en protéines végétales. C'est une céréale qui est très neutre, beaucoup plus neutre que le quinoa par exemple. Et c'est une céréale qui est très nourrissante aussi, qui demande très peu d'eau pour la culture. Le sorgho, quand on regarde la plante, c'est une plante qui ressemble à du maïs, les feuilles de maïs. Et au fait, le haut, c'est les graines qu'on va récolter, qu'on va utiliser pour la transformation de nos produits. Donc ça fait des billes brunes de base. Et la culture fait 1 mètre, 1,20 m de haut à peu près. Voilà une plante de sorgho. Donc le sorgho est une céréale qu'on plante au mois de mai avec une machine spéciale qui a un écartement de ligne de 50 cm. L'idée, c'est qu'il doit faire son cycle de végétation. Donc là, on a la plante de sorgho. On plante uniquement les petits grains au grain par grain. Donc c'est un semoir de précision. Et après, c'est une plante qui supporte beaucoup le sec et qui pousse durant tout l'été. Et qu'on va maturer le plus longtemps possible au champ pour avoir la meilleure récolte possible en bio. Donc il existe plusieurs variétés de sorgho. Il y a le sorgho alimentation animale, donc le sorgho fourragé. Il y a le sorgho sucrier, il y a des sorghos pour les farines ou comme ça. Et le sorgho alimentaire. Nous, on s'est spécialisé dans le sorgho alimentaire pour l'alimentation humaine, donc vraiment le grain de sorgho. Donc le sorgho est une plante qui va pousser, qui va avoir sa végétation tout en vert et tout. Il va faire sa floraison et les grains vont se développer verts directement comme ça. Et après, il va maturer jusqu'à l'obtention d'un grain qui est brun homogène, le plus sec possible. Et le bon moment pour savoir quand est-ce qu'il commence à être prêt,
la plante commence à brunir sur les feuilles, donc les feuilles commencent à vraiment brunir aussi. On voit qu'elles sèchent. Et quand la plante idéalement serait toute sèche, ce serait le bon moment. On pense souvent que le grain est prêt après la récolte, avec la moissonneuse-batteuse. Or, il faut juste qu'on le sèche encore pour avoir le bon taux d'humidité pour une conservation optimum et le trier, le brosser pour enlever les mauvaises parties de la plante. Donc, il y a des parties dures autour du grain qu'il faut brosser comme il faut pour avoir un grain qui est consommable. Le sorgho est une plante relativement récente qui pousse chez nous. Nous, on a commencé à la cultiver en alimentaire en 2020 et de ce fait, c'est une plante qui a peu de ravageurs, peu ou pas de ravageurs et très peu de maladies aussi. Donc c'est une céréale qui est très intéressante. Le sorgho, on peut le consommer de différentes façons. Premièrement, on peut le consommer en grain directement, donc entier. Ça se cuisine plutôt comme un pois chiche, donc à savoir faire tremper le soir d'avant et cuire un certain temps le lendemain, ou alors le faire avec une potée de légumes, une mijotée comme ça, un plat mijoté, qui cuit 2 heures de temps environ. Donc c'est une céréale qui est longue à cuire en grains. C'est pour ça qu'on a décidé de la proposer aussi en version concassée, qui se cuit beaucoup plus rapidement façon polenta. Donc c'est un peu plus pâteux, ça fait une polenta aussi. C'est un produit qu'on aime beaucoup sur le domaine. On le fait également en farine, on le fait aussi en bière, en alcool, on fait un alcool de sorgho. Et on essaye de trouver encore d'autres astuces et subtilités parce que c'est vraiment une super céréale et qu'on adore la cultiver aussi. On l'a entendu dans le reportage, hein, c'est une plante, le sorgho, qui supporte très bien la sécheresse. Donc on parlait de réchauffement climatique tout à l'heure. Dans ce contexte-là, est-ce qu'on peut dire que c'est une culture d'avenir en Suisse, Héloïse ? Alors, je dirais en termes agronomiques, c'est une culture qui a un riche avenir dans nos contrées. Maintenant, ce n'est pas parce qu'elle pousse bien, qu'elle a peu de prédateurs, qu'elle nécessite peu de traitement et qu'elle a, on l'a entendu dans le reportage, des qualités nutritives très intéressantes, qu'elle va trouver un débouché large auprès de la population. Les habitudes alimentaires, elles ont la vie dure, très dure. Ça fait partie des changements les plus difficiles à obtenir dans une population. Donc je dirais que, en tout cas à l'heure actuelle, à moyen terme, ça va rester une culture de niche. Ok, qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour dépasser justement cette étape de culture de niche et aller vers quelque chose d'un peu plus large ? Peut-être des produits directement transformés. Je pense par exemple au pois chiche avec le houmous, où c'est vrai que les gens apprécient beaucoup le houmous, mais eux-mêmes ne le cuisinent que très peu. Alors peut-être qu'il faudrait commencer à amener ça dans des cantines, des cuisines publiques, scolaires, pour un petit peu habituer le palais, que les enfants ramènent ça à la maison en disant c'était super bon. Voilà, c'est un peu ce que je peux imaginer. Maurice, est-ce que vous validez ça ? Est-ce que vous avez l'impression qu'on peut justement changer les habitudes alimentaires, ou est-ce qu'il faut pousser en politique en disant mais oui, il faut mettre par exemple le sorgho en avant parce qu'il y a tellement de qualité, autant au niveau de la culture qu'au niveau nutritif ? Alors, je pense qu'on peut essayer d'influencer les habitudes alimentaires, ça certainement. Mais comme vous le disiez, les Suisses ont des habitudes. On a aussi des céréales, parce que si on le prend comme une céréale, on a aussi des céréales en Suisse qui ont été vraiment développées. On a les meilleures farines du monde. Donc, on a des céréales panifiables qui sont vraiment de très haute qualité boulangère. Donc, on a quand même aussi ces produits de qualité chez nous. Donc, on essaye aussi de les défendre et on peut comprendre que les céréaliers soient assez fiers des produits qu'ils produisent, ce qu'ils font. Bon, en tout cas, là, on a l'impression que c'est un produit qui vaut la peine de s'y intéresser. Si néanmoins, on imaginait que sa culture se développe un peu plus, est-ce qu'on aurait un problème de protection douanière pour garantir un développement durable de la production locale, parce que c'est un produit qui est cultivé en masse à l'étranger? Alors, je ne connais pas très bien le processus des protections douanières, mais on peut aussi... moi, je connais mieux le sorgho fourragé. Donc, c'est le sorgho fourragé. Effectivement, vous le semez après de l'orge d'automne, donc vous le semez au mois de juillet. C'est un produit une plante qui pousse très vite, qui tient bien les coups de chaud de fin juillet, début août. Mais c'est un produit
fourragers de masse, avec peu de valeur nutritive. Alors on nous dira qu'il y en a, mais il y a toujours moins de valeur nutritive que dans un maïs, parce qu'il n'y a pas l'épi, hein, c'est de la feuille avec, voilà. Dans ce cas-là, il n'y a pas l'épi. Donc les agriculteurs, ils ont essayé un tout petit peu, mais la Suisse est un petit pays, les domaines sont petits et il faut malheureusement intensifier. Vous avez peu de surface, donc il faut faire des produits, des plantes qui ont une grande valeur nutritive pour nourrir nos animaux. Giovanni, vous confirmez ? Alors, ce que je peux confirmer, c'est qu'on cherche des débouchés, peut-être avec des produits un tout petit peu plus rustiques, des produits plus résistants. Et c'est la même chose qu'on va faire dans l'élevage des animaux. Bon. Alors, on clôturera là-dessus pour le sujet du sorgho. Merci beaucoup. Il est temps maintenant de retrouver notre rubrique Le Rendez-vous Agriculture et son invité. Chaque mois, l'autrice ou l'auteur de l'un des chapitres de Culture paysanne, un ouvrage à paraître cet automne, nous rejoindra sur le plateau. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Danielle Tosato-Rigaud. Vous êtes historienne et professeure honoraire de l'Université de Lausanne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et pour Culture paysanne, vous êtes l'autrice d'un article intitulé « Femmes agronomes, un plaidoyer insolite de Jean-Daniel Bourgeois, paru en 1764. Pas votre texte à vous, son texte à lui, donc on a bien compris. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de ressortir ce vieux mémoire sur l'éducation agricole des femmes ? Alors ce texte m'a intriguée. On est au 18e, vous l'avez rappelé, 1764, à une époque où la formation des femmes, c'est les former à la religion, à l'éducation des enfants et puis à la tenue du ménage. Et voilà qu'un jeune homme de 27 ans, d'Yverdon, Jean-Daniel Bourgeois, nous pond 20 pages dans lesquelles il dit « pas du tout, il faut éduquer les femmes à l'agronomie ». Donc ça m'a donné envie de creuser un petit peu le sujet. Alors justement, mais pourquoi s'est-il dit « mais tiens, on va faire ça » et pourquoi a-t-il voulu mettre l'éducation des femmes à l'agronomie en avant ? Pourquoi c'était une idée audacieuse surtout ? Alors bien sûr, j'aurais envie de vous dire, c'était un féministe tout à fait avancé. Ah, c'est pas malheureusement, ça. c'est pas du tout ça. Il a une argumentation strictement économique. Donc il est secrétaire de la Société économique d'Yverdon, une de ces sociétés très engagées dans les améliorations dans l'agriculture. Et Jean-Daniel Bourgeois fait le pari, ou disons est convaincu, que si les femmes étaient impliquées dans l'agronomie, et l'agronomie c'est la science des améliorations agricoles, on pourrait profiter de leur savoir-faire et le rendement agricole serait augmenté. C'est extrêmement audacieux par rapport à l'image qu'on se fait de la femme à l'époque. Il n'y a pas d'image de femme agronome. Et donc, contrairement à ses espoirs, son mémoire ne va pas être publié par la grande Société économique de Berne. Donc l'idée n'est pas encore très appréciée à l'époque. Alors l'idée n'est pas appréciée, ce qui ne veut pas dire que dans la pratique, on sait que les femmes sont engagées dans l'agriculture depuis toujours et qu'il y a des femmes qui s'intéressent à l'amélioration de l'agriculture. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que Bourgeois, qu'est-ce qu'il attribue en fait comme domaine à ces femmes ? C'est tous des domaines de pointe. C'est les domaines que les sociétés économiques veulent développer. Alors c'est l'horticulture, parce qu'on commence à vouloir doper le rendement des jardins, agrément mais production. C'est l'apiculture, parce qu'on cherche à améliorer la fabrication des ruches pour augmenter le rendement du miel. C'est d'ailleurs une Lausannoise, Elisabeth Vika, qui a sorti un prototype qui s'est répandu dans toute l'Europe. Et puis, c'est tout ce qui permettrait d'avoir des matières premières textiles. Donc, c'est culture des vers à soie, du lin et du chanvre. Et c'est ça qu'il voudrait confier aux femmes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il veut leur confier un leadership. Ces femmes doivent être expertes, elles doivent lire. Il propose au moins 20 titres de littérature scientifique. Et il a cette conviction que si les femmes font ça, c'est toute l'économie qui en profitera. C'est intéressant quand même. Est-ce que c'est ça qui vous a le plus marqué dans ce texte du XVIIIe siècle, rapidement, Danielle ? Ce qui m'a frappé, c'est l'accent mis sur les connaissances. Il faut donner aux gens du secteur le temps de s'approprier des connaissances, et c'est l'expérimentation. Il faut qu'on fasse des expérimentations. Et cette conviction que les femmes sont capables de tout ça, et ça, ce n'était pas dans l'esprit du temps. C'était néanmoins avant-gardiste, donc. C'était absolument avant-gardiste. C'était avant-gardiste et c'est toujours intéressant d'écouter un peu ces voix qui ne sont pas dans le mainstream, mais qui posent les questions, qui sont toujours actuelles et
qu'on n'a pas résolu pour toujours. Mais en tout cas, on se réjouit d'aller se plonger dans la lecture de votre article sur le sujet. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce monsieur bourgeois avec ce texte paru en 1764. Et merci Daniel d'être venu nous trouver aujourd'hui. Quant à vous, je vous remercie aussi d'avoir partagé vos différents points de vue sur la question des épizooties. Et finalement, je vous remercie, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis aujourd'hui. On vous donne très bientôt rendez-vous pour un nouveau numéro d'Agriculture durable. On y parlera cette fois du plan phyto vaudois, tout un programme. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch et Paysanne et Paysans Suisses. Pour vous, la marque commune à toute l'agriculture helvétique. Présente Agriculture durable.